Tu n'en as pas marre de lire des conditions générales trop longues, des contrats qui utilisent des mots incompréhensibles? Eh bien, je te rassure, nous sommes des millions dans le monde à qui ça arrive tous les jours. Les documents légaux et juridiques sont souvent trop longs, ennuyeux et compliqués. Pour remédier à ce problème, certaines personnes ont réfléchi ensemble pour proposer des solutions innovantes. Maintenant, les entreprises ont la possibilité de créer des documents synthétiques et visuels pour aider leurs utilisateurs à mieux comprendre les points clés des contrats et à retenir les informations sur le long terme. C'est ce que l'on appelle le legal design. On en parle maintenant dans cet épisode de Design Plus. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Pour écouter au mieux cet épisode, je l'ai découpé en plusieurs parties. Et la première partie, c'est je vais décortiquer un petit peu le legal design pour t'expliquer ce que c'est. Donc le premier mot, c'est légal, qui est un terme anglais qui renvoie aux notions françaises de légal ou de juridique. Aujourd'hui, ce terme va couvrir l'ensemble des éléments qui sont relatifs au droit en général, mais aussi aux réglementations et aux normes. Donc le champ d'application est assez large car il peut couvrir pas mal de champs du droit comme les règles juridiques, les contrats, les règles de conformité en entreprise, etc. Et puis cela intéresse aussi les professionnels du droit comme les juristes et les avocats. Le second mot, c'est design. Et bon, c'est clair que je ne vais pas te réexpliquer, te donner une définition du mot design. Mais en tout cas, je peux te dire que le legal design est finalement un consensus pour remettre l'utilisateur au centre des discussions et des enjeux. Donc le legal design est donc une méthode d'innovation qui s'appuie fortement sur celle du design thinking utilisée pour la matière juridique. Je peux te dire que c'est donc une méthode d'action qui va 1. S'interroger sur les besoins utilisateurs avant même de concevoir, 2. Prendre en compte toutes les contraintes et trouver une solution innovante, et 3. Créer des produits et des services qui soient désirables, réalisables et viables. Alors, quelles sont les approches du legal design? A. Une approche multidisciplinaire. Tout le monde en fait doit jouer le jeu et s'impliquer dans la méthode. C'est donc un processus collaboratif qui a pour but d'associer différentes connaissances, différents métiers, différentes expertises. On n'est vraiment pas dans l'individualisme, mais plutôt dans la collaboration, ce qui implique donc d'avoir une ouverture d'esprit, d'accepter de confronter des idées, d'apporter aussi des expertises et enfin de travailler ensemble. Le legal design permet donc de découvrir des solutions nouvelles en s'appuyant sur l'intelligence collective du groupe et sa créativité. Une approche multidimensionnelle. On approche la question par tous les côtés et on considère tous les périmètres. Le legal design cherche à utiliser l'empathie et à se rapprocher le plus possible du terrain et des utilisateurs pour définir une solution complète qui adresse l'ensemble des critères de succès d'une communication juridique. On va donc travailler sur le wording et les éléments de langage. En fait, qu'est-ce qu'on dit? Le visuel et les graphismes. En fait, qu'est-ce qu'on montre? L'expérience utilisateur. Comment on utilise cette conception? Les supports et les modes de diffusion. Comment on le livre à l'utilisateur. Alors, quelles sont les applications du legal design? En fait, les applications sont presque infinies, car notre société crée de plus en plus de formulaires, mais aussi il y a de plus en plus de services à la personne, et surtout qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont plus écoutés.
Le plus gros moteur du développement du legal design en France a été l'application du RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui a été officiellement publié dans l'Union européenne par la loi du 27 avril 2016. Alors voici quelques autres utilisations dans notre vie quotidienne. Alors bien entendu, il y a les contrats de travail, mais aussi la propriété intellectuelle, je pense surtout aussi à Internet, les contrats entre partenaires et fournisseurs, les offres de services, les guides et les procédures internes, les consultations juridiques, les notes d'information ou encore tout simplement vulgariser une loi. Quatrième partie, comment mettre en place le legal design. Comme je le présentais avant, le legal design est donc une approche globale qui utilise deux méthodologies. La première, c'est le design thinking. C'est une méthode d'innovation pour créer des produits, des services qui placent le client au cœur de l'usage, mais aussi de définir des problèmes pour trouver des solutions en mettant l'utilisateur au centre du développement pendant l'intégralité du processus. Cette méthodologie a été élaborée dans les années 80 à l'université américaine de Stanford par Rolf Feist sur la base des travaux de Robert McKim. Dans les années 90, David Kelley, qui était aussi enseignant à Stanford quelques années avant, a repris les travaux de Rolf Feist pour approfondir la méthode et la publier pour le compte de son agence qu'il créa plus tard avec d'autres partenaires, IDEO. Si le sujet du design thinking vous intéresse, il y a un épisode très approfondi dans Design Plus. Pour cette première méthodologie, on définit donc 5 grandes étapes dans le processus. C'est aussi celle qu'on retrouve dans un projet de legal design. Donc la première partie, c'est l'empathie, c'est l'étape fondamentale du design thinking. Il s'agit donc de comprendre son utilisateur, de se mettre à sa place pour comprendre ses usages, ses problématiques et ses préférences. C'est aussi une étape, une phase d'observation, d'échange et de collecte d'informations. Deuxièmement, définition du sujet et du problème. On définit clairement le périmètre, la question à laquelle on veut répondre et les outils de mesure du succès. Troisième phase, l'idéation. C'est donc une étape d'échange et de collaboration qui va permettre de faire naître des pistes de solutions et de concepts avec tous les acteurs qui seront présents. Quatrième phase, le prototypage. On réalise une version initiale du produit afin de le soumettre à la phase de test. Cinquième et dernière phase, on effectue des tests et des itérations auprès des utilisateurs jusqu'à l'obtention du document final. Seconde méthodologie, le Visual Law. Alors, c'est une dimension de la pensée visuelle qui s'intéresse à la présentation ou à la représentation des informations pour être comprises par la ou les cibles. Donc, cette méthode vise à traiter graphiquement l'information. Elle consiste à traduire des messages juridiques complexes en illustrations faciles à assimiler pour tous. On va donc utiliser des supports visuels, des symboles, des pictogrammes pour aider un public non averti à mieux comprendre, à mieux s'orienter, tout en transmettant une image positive, innovante, collaborative et qui respecte les services. Alors on pourrait penser que ça ne comprend que la partie visuelle dite graphique, mais pas que. C'est aussi de se poser la question comment on va représenter l'information, comment on va la rendre accessible, comment on va la rendre ludique. Du coup, pour visualiser une information juridique auprès d'une cible ou d'un public, il faudra faire appel et faire rencontrer pas mal d'experts, que ce soit du juridique, de la communication, du marketing, de l'innovation, du graphisme ou encore de la psychologie. Donc pour mettre en place le legal design, il faudra compter sur tout le travail collaboratif de tout un groupe, voire une société, pour que ce soit une réussite.
Cinquième partie, quels sont les outils du legal design? Comme je l'ai déjà dit, le but est de simplifier la lecture et de mieux comprendre un document ou un service. Donc on peut dire que tous les moyens sont permis pour rendre plus digeste cette information juridique. Je suis sûr que tu es déjà tombé sur une illustration, une infographie ou une vidéo explicative ou encore un livret, par exemple, que l'on peut trouver dans une banque. Mais ça ne s'arrête pas à un travail graphique orienté print. Ça peut être aussi un mini site web, une application web ou mobile. Et là, plusieurs profils peuvent intervenir comme un UX designer, un UI designer, un chef de projet, etc. C'est vrai que de créer de l'interactivité avec les utilisateurs, c'est aussi un bon moyen pour faciliter la compréhension. Donc aujourd'hui, on retrouve le legal design dans beaucoup de documents comme les contrats d'assurance, les contrats immobiliers, la délégation de pouvoir, les rapports d'activité, les NDA, les business plans, etc. Alors, quels sont les avantages du legal design? Alors, premièrement, c'est d'augmenter la capacité d'attention et de compréhension des usagers du droit. Pour les avocats et les juristes, cela permet aussi d'explorer des options de communication avec moins de texte. Par exemple, en utilisant des supports visuels destinés à aider le grand public à mieux comprendre l'étendue de ses droits et de ses obligations avec le visual law ou la visualisation du droit. Et comme je disais, c'est aussi d'utiliser la technologie pour créer des expériences de communication plus satisfaisantes. Deuxièmement, améliorer l'offre de services juridiques et la relation avec les clients. Les avocats et les juristes sont invités à renouveler leur attention sur la manière de fournir un service client, de repenser la manière de créer et d'apporter de la valeur, de diminuer les frictions aussi, de mettre à disposition des interfaces et des outils lui permettant davantage d'interagir avec un cabinet d'avocats ou le service juridique. Numéro 3, de se démarquer de la concurrence entre professionnels. Le marché juridique est très compétitif et les professionnels qui utilisent le legal design vont permettre de se distinguer en proposant des services juridiques qui intègrent une dimension de conception et de simplification des documents légaux standards. Quatrième et dernier point, c'est un atout pour les professionnels du droit. Car en fait, ils vont pouvoir proposer des rédactions simplifiées des documents juridiques, proposer à un service ou à un cabinet d'être actif dans une démarche d'innovation et d'écouter leurs utilisateurs, d'automatiser des tâches aussi répétitives et de favoriser la communication entre les services, et puis aussi de gagner du temps et donc d'optimiser leur productivité pour travailler sur des tâches vraiment juridiques à plus haute valeur ajoutée. Et puis enfin, de proposer aussi de mieux structurer les services juridiques. Septième et dernière partie, je te donne mon avis. Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs domaines qui ont été investis tardivement par les designers et le droit est vraiment un très bon exemple. Pour moi, le legal design a plusieurs atouts, même si le monde du droit paraît assez cloisonné, assez hermétique. Premièrement, ça permet de simplifier le langage juridique. Deuxièmement, c'est de rendre accessible le droit. Troisièmement, c'est une démarche innovante et orientée utilisateur. Quatrièmement, c'est un outil essentiel et précieux pour les juristes pour mieux communiquer. Cinquièmement, c'est de faire changer la posture entre guillemets stricte des juristes. Et sixièmement, cela propose aussi une expérience collaborative pour une équipe de juristes, mais aussi pour embarquer toute une entreprise. Donc, d'après moi, si tu es designer, que tu as des connaissances en design thinking, tu as tout à fait ton rôle à jouer dans le legal design.
Et je te dirais qu'à ce jour, je pense qu'il y a très peu de designers qui s'intéressent à ce sujet. Donc tu as certainement une place à prendre. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode sur le legal design. J'espère qu'il pourra te servir et peut-être te tourner vers une nouvelle voie. N'oublie pas de le partager autour de toi avec tes collègues, tes amis et sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt, ciao!